Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie royale du Maroc, chers collègues, Mesdames, Messieurs, j'aimerais d'abord remercier l'Académie royale de m'inviter à ce magnifique colloque sur ce qui a été et qui reste un moment clé de l'histoire du Maroc. Je parle de la Marche verte. Une invitation à prendre la parole qui est rendue difficile pour deux raisons. Initialement, j'en avais prévu deux, maintenant il y en a quatre. La première, c'est le temps. La deuxième, c'est que je ne suis pas marocain et qu'il est toujours délicat, effectivement, pour un point qui touche d'aussi près au sentiment profond d'un peuple de le traiter. La troisième difficulté, c'est que pour un professeur de droit constitutionnel, parler devant un président de cour constitutionnelle, même si c'est un ami, c'est pas facile. Et la quatrième, que j'avais oubliée, c'est que parler après mon collègue Abou Dahab, qui est brillant, c'est encore plus difficile. Bref, je commence très mal, et c'est pourquoi je ne traiterai pas nécessairement de droit, mais que plus de sciences politiques, pour essayer de replacer, de me poser la question de savoir si on peut replacer la Marche verte dans un contexte de sciences politiques générales, et pour cela la comparer à des événements précédents, d'autres moments clés dans lesquels d'autres pouvoirs ont eu à agir de manière, je dirais, très clivante et très claire, pour ne pas dire plus. Et pour ça, il me faut des points de comparaison. Je vais prendre deux points de comparaison. Le premier point de comparaison basique, c'est bien évidemment celui de l'Antiquité. C'est celui du moment où Alexandre se trouve en face du nœud gordien, le nœud qui lie le joug au timon du char dans la ville de Gordios, qu'on lui dit qu'il faut le dénouer, qu'il ne peut pas le dénouer, et que vous savez, il le tranche d'un coup d'épée. Trancher le nœud gordien, ça reste effectivement la solution pour résoudre un problème qui, a priori, semble insoluble. En France, on a une lecture politique particulière de ces moments qu'on appelle les coups de majesté. Les coups de majesté, dans l'histoire française, ce sont des coups par lesquels le pouvoir royal a agi pour rétablir l'ordre. J'en prends trois exemples. Lorsque Henri III fait assassiner le duc de Guise en 1588, lors des guerres de religion, parce que Guise ne veut pas accepter les compromis et que Guise même vise le pouvoir. Deuxième exemple, l'arrestation de Fouquet en 1661, par d'Artagnan, le vrai, sur l'ordre de Louis XIV, parce que le surintendant des finances confond un peu trop les ressources de l'État et sa cassette personnelle. Troisième exemple, enfin, c'est le coup de force de Maupoux en 771 contre les parlements sur ordre de Louis XV, car ces fonctionnaires, les parlementaires, entendent limiter le pouvoir royal. Dans tous les cas, le titulaire du pouvoir ici ne réagit pas vraiment à une menace qui pèse sur lui. Il réagit à une menace qui pèse sur l'ordre institutionnel dont il est le gardien. En fait, il ne fait par son action que rétablir cet ordre, empêchant souvent d'ailleurs le démembrement, ou à tout le moins la déliquescence de son État. Et s'il peut le faire, ce n'est pas uniquement parce qu'il dispose de la force. C'est bien sûr parce qu'il dispose de la force. Mais c'est aussi parce que, d'abord, son pouvoir est perçu comme légitime. Alexandre le Grand, par ses victoires, a une légitimité charismatique. Par ailleurs, le coup de majesté lui-même, c'est-à-dire l'action, est reconnu comme légitime par le peuple parce qu'il répond à ses attentes profondes. Les Français, pour prendre le cas, veulent la paix après les guerres de religion, ne souhaitent pas que des individus, des financiers ou des juristes usurpent le pouvoir politique. Cette double légitimité du pouvoir et de l'action qui permet de trancher de problèmes qui paraissent insolubles, non pas, j'insiste, en sortant du droit, mais en rétablissant le sens véritable, est selon moi celui du pouvoir royal marocain quand il choisit de bousculer le simulacre d'ordre qu'on prétend lui imposer quant au statut du Sahara avec cette marche verte dont nous célébrons le 50e anniversaire. Quels sont les points communs? Je vais tenter de les balayer pour voir ensuite s'il y a une sorte de spécificité marocaine. Premier point commun, bien évidemment, c'est la situation de blocage. Alexandre sait qu'il ne peut pas dénouer le nœud. Les souverains français ont tenté des négociations et ont échoué. Il en est ainsi de la marche verte, qui aurait pu être évitée si par exemple, l'Espagne avait décolonisé en une seule fois les territoires marocains placés sous son autorité, ou si l'ONU et sa Cour de justice n'avaient pas été tétanisés par la question de la conservation des frontières coloniales et leur vision européocentrée du droit. L'avis de la Cour est que le Sahara, vous le savez, n'était pas territoire sans maître au moment de sa colonisation et qu'existaient des liens juridiques d'allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental. Mais, comme le soulignera Jean-René Dupuy, éminent juriste, la Cour n'a pas pu se débarrasser de la vision européocentrique traditionnelle et elle a cru devoir observer que les liens juridiques d'allégeance ne se confondaient pas avec la souveraineté au sens classique, est occidental du terme. D'un côté, rappelle Dupuy, on a une souveraineté à l'occidental qui suppose que l'autorité politique s'exerce d'abord sur la terre et ensuite sur les hommes qui y sont. En face, il y a le droit public marocain qui établit d'abord la relation du pouvoir et des hommes qui lui prêtent allégeance et, à travers ces populations, sa disposition du territoire sur lequel elle se trouve. À partir de cet avis, les débats reprennent à l'ONU, débats dont on pressent qu'ils pourront durer, non pas éternellement, mais en tout cas longtemps, sans apporter de réponse.
Que peut faire le Maroc se demande alors Georges Vedel, autre éminent juriste. Certainement pas, conclut-il, laisser la routine des résolutions contradictoires de l'ONU et des débats sans conclusion reprendre son cours et enterrer l'évidence qui vient d'être constatée, le Maroc est chez lui au Sahara occidental. Or, à la routine onusienne s'ajoute la situation particulière d'une Espagne qui semble, vous le savez, peu pressée de décoloniser, et situation plus tendue encore à cause de la maladie du général Franco et de la vacance du pouvoir qui en résulte. Algériens et Espagnols, écrira plus tard Abdel Alaoui, croyaient nous avoir emprisonnés dans un dilemme dramatique. Ou nous continuions dans la voie que nous avions nous-mêmes proposée et nous perdions le Sahara, quel que fût l'avis de la Cour de justice, puisque le fait accompli sur place leur est vidé de toute pratique. Ou nous intervenions militairement et nous devenions agresseurs, sans être sûrs pour autant de pouvoir changer la réalité saharienne nouvelle. De là, de ce blocage, la nécessité du coup de majesté, pour prendre la comparaison avec la France. Deuxième point commun, le fait que l'acte décisif doit être préparé dans le secret. L'une des victoires remportées par le Maroc, dira Hassan II, c'est d'avoir su garder le secret, ce qui n'était pas très difficile. Si la marche avait été éventée, dit-il, c'était cuit. Il a fallu mettre dans le coup, conclut le souverain, des dizaines d'officiers encadreurs, des dizaines de caïds et super-caïds, des centaines de chiouk, 3 jours avant la marche. Alors, un secret à garder pour les 8000 cadres de l'opération FAT 3 jours avant la marche, oui, mais plus longuement pour les élites marocaines qui vont préparer le remarquable soutien logistique indispensable à la réussite de la marche. Quelques mois seulement ont séparé la genèse de l'idée et la mise à exécution de ce grand projet, déclare encore Hassan II. Mais on sait combien quelques mois, c'est long pour garder un secret. Et il faut noter ici combien les élites marocaines, administratives, diplomatiques, militaires, ont perçu la nécessité de tout faire pour mettre en œuvre la vision royale, parce qu'elles en ont immédiatement senti la profonde légitimité. Cette légitimité, c'est donc le troisième point commun à nos moments historiques. Elle porte à la fois sur l'action entreprise et sur celui qui l'engage. Sur l'action, la légitimité de la marche est historique. Cher peuple, déclara Hassan II, demain tu fouleras une terre qui est tienne, tu palperas des sables qui sont tiens. Elle est aussi juridique. Notre décision, dit encore le souverain, celle d'entreprendre notre marche verte, est fort de notre bon droit. Légitimité donc de l'action, qui vient des légitimités historiques et juridiques du Maroc sur son Sahara, mais légitimité aussi du souverain, qui va ainsi rétablir l'ordre, que le roi Hassan II présente d'ailleurs comme une double responsabilité qui pèse sur lui, une responsabilité à la fois politique et religieuse. Il est donc devenu pour nous impératif, déclare-t-il, et même un devoir religieux, en tant que serviteur de ce pays, de cette nation, et en notre qualité d'amiral Bouminine, liés que nous sommes par l'acte d'allégeance, d'honorer nos responsabilités et d'aller rejoindre notre peuple au Sahara. 6 ans plus tard, en 81, dans un discours au sujet de la marche verte, le souverain revient sur cette responsabilité liée au serment d'allégeance, la Beya, en disant que le serment d'allégeance est double, un engagement réciproque, dit-il. Les sujets marocains déclarent l'allégeance conformément à la pratique islamique. En contrepartie, le roi, à sa manière, fait allégeance à ses sujets en prenant l'engagement de garantir leurs droits et, en premier lieu, celui qu'ils ont de demeurer marocains. Nous ne pouvons, le voudrions-nous, conclut-il, sortir du cadre établi par le droit constitutionnel islamique. Droit constitutionnel islamique, car le souverain bénéficie en effet d'une triple légitimité, et même d'une quatrième en tenant compte de la légitimité charismatique qu'il a déjà à l'époque. La première, institutionnelle, c'est d'être le souverain légitime au regard de l'ordre de succession traditionnel puis constitutionnel. La seconde, c'est la légitimité historique qui rattache Chaligny au fondateur du royaume. Et la troisième est bien évidemment son statut de commandeur des croyants, qui lui fait d'ailleurs placer la marche sous la couleur verte des drapeaux de l'islam. Quatrième point, enfin, une nation qui adhère au choix du souverain, point commun en coup de majesté, point commun, et pour le Maroc, ça nous renvoie à ce lien particulier entre le roi et le peuple, affirmé comme tel depuis Mohamed V, avec une formule qu'on retrouve, et qui trouve, selon Hassan II, sa plus belle concrétisation avec la marche verte. Effectivement, l'adhésion est immédiate, il faut peut-être en préciser un peu la portée. Derrière, effectivement, la notion de soutien populaire, les analystes politiques envisagent toujours une relation directe entre, je dirais, l'homme de la rue et le titulaire de la charge suprême, une relation directe entre les deux qui permet d'ailleurs au titulaire de la charge suprême parfois de court-circuiter les élites. Une certaine lecture sociologique de la société marocaine a ainsi insisté sur l'alliance, vous le savez bien, du Fela et du trône. Alliance dont on ne peut nier la réalité, mais à laquelle il serait sans doute faux de résumer d'une part un système politique, la monarchie marocaine, dont la longue durée a permis l'émergence d'une élite administrative, et d'autre part, la manière dont les élites marocaines, entendues au sens large, conçoivent leur rapport à la nation à travers son incarnation dans la monarchie.
C'est donc plutôt de soutien national plus que populaire qu'il faudrait parler quand, écrira Abdellah Laroui, je le cite, « Le projet royal, submergeant toute considération tactique, transforma en quelques jours des politiciens sceptiques, des bourgeois positifs, des étudiants cyniques en marcheurs convaincus. » À partir de là, faut-il se poser la question de la spécificité marocaine du coup de majesté? Effectivement, il y en a une qui paraît évidente. Vous allez me dire qu'avec les assassinats et les emprisonnements des rois de France, ou même avec le coup d'épée d'Alexandre, on est dans le domaine de la force brutale. Et d'ailleurs, à l'époque, rappelons qu'une partie des partis politiques marocains, face à l'Espagne, envisagent des actions militaires. Alors que là, justement, avec la marche, c'est le refus de l'action militaire. Et on peut me dire, c'est une spécificité marocaine que cette solution pacifique, avec les exhortations du souverain aux marcheurs à ne pas user de la force contre les Espagnols, à ne même pas riposter s'ils sont pris à partie, à ne brandir que les drapeaux et le Coran. Alors, peut-être faut-il nuancer quand même, car derrière l'image pacifique, il y a bien une véritable épreuve de force. Hassan II évoquera ainsi une bataille, je cite, pacifique et psychologique. Et psychologique, pourquoi? Parce que, parlant des Espagnols, il dit « Je ne les voyais pas tirer sur 350 000 civils désarmés », et il conclut, je cite Hassan II, « C'était en réalité un affreux chantage, mais un chantage licite qu'aucune loi ne réprimait. » Donc plus que le caractère pacifique, car il y a bien épreuve de force, ce qui fait, à mon avis, la spécificité de la marche verte, c'est qu'il ne s'agit pas d'une action du seul pouvoir, comme dans les autres coups de majesté qu'on a vus, où le pouvoir agit avec sa garde rapprochée. Là, ici, le peuple ne se contente pas de valider l'action après coup. Ce qu'il reconnaît immédiatement comme légitime, c'est la décision du souverain d'engager la marche verte, mais il valide cette décision, il valide l'action par sa participation. Le peuple affirme en fait sa croyance en son destin au travers des 350 000 marcheurs venus de tout le royaume, cette nation en marche qui fera dire à Georges Vedel que la marche verte constitue, dans sa conception et son déroulement, une invention juridique au sein des processus de décolonisation. Or, et je vais conclure avec ça, selon moi, le souvenir de cette action collective est encore politiquement actif et il joue sur le type d'action diplomatique qu'a le Maroc. Vu de l'extérieur, vous me permettrez d'avoir cette vue totalement de l'extérieur, la diplomatie royale marocaine me semble plus relever de l'aïkido que de la boxe. C'est-à-dire qu'elle ne vise pas à frapper un coup violent décisif, mais à utiliser ce que l'adversaire pense être sa force pour le déséquilibrer. Lorsque Hassan II fait face à la très mauvaise politique de décolonisation de l'Espagne, certains attendent justement une action de force qu'il pourrait qualifier de provocation. Mais c'est devant l'ONU qu'Hassan II porte d'abord le dossier, délégitimant ainsi ses adversaires surpris, et avec une marche pacifique qu'il renverse la table. Pourtant, la reconnaissance définitive de la marocanité du Sahara tardant, un nouveau souverain va intervenir, là encore pour sortir du faux ordre du statu quo et briser la routine onusienne. En 2007, en effet, le royaume chérifien, alors que rien ne l'y oblige, pose sur la table des négociations l'initiative marocaine d'autonomie, et le roi Mohamed VI, en annonçant cette initiative, se place bel et bien dans la continuité de l'œuvre royale. Bref, de la demande d'avis consultatif à la Cour internationale de justice onusienne à l'initiative marocaine d'autonomie présentée devant cette même institution, et dont on a vu récemment qu'elle était maintenant la base pour des négociations, on retrouve cette même volonté de sortir par le haut d'une crise née d'erreurs et de confusion. Et finalement, cette même méthode, déséquilibrer l'adversaire en étant là où il ne vous attend pas, le laisser s'épuiser à vous suivre, et finalement utiliser ce qu'il croit être sa force pour la retourner contre lui, avec en su cette volonté permanente de ne pas l'humilier dans sa défaite. On l'a vu au moment de la marche verte, quand le roi Hassan II l'a fait refluer et ne veut ni vainqueur ni vaincu. On le voit aujourd'hui avec l'appel du roi Mohamed VI à un apaisement, avec cette main tendue vers le peuple algérien, alors même que le pouvoir algérien, dans un remarquable déni de réalité, s'obstine à maintenir en vie le conflit artificiel. Mais, à mon sens, si la diplomatie marocaine peut aujourd'hui faire usage de cette force tranquille, c'est qu'en 2025 encore, la marche verte continue à jouer un rôle de mythe politique au sens de mythe mobilisateur sorélien, d'un mythe capable de fédérer une nation, car je crois, vu de l'extérieur en tout cas, que le Marocain de 2025 reste fier du Marocain de 1975 et qu'il a à cœur même de se montrer digne de lui. Ni les amis du Maroc, ni ses ennemis ne peuvent ignorer cette toile de fond de tout débat sur le Sahara, ce coup de majesté d'un souverain et de son peuple. Ils ne peuvent pas oublier que, unis derrière son roi, cette nation particulière qu'est le Maroc
a montré qu'elle savait, quand il le fallait, trancher le nœud gordien des faux-semblants et rétablir l'ordre légitime. Je vous remercie.